Née au lendemain de la Première Guerre mondiale, la radiodiffusion, après des débuts balbutiants, connaît dans les années 30 une véritable explosion. En Amérique, elle est bientôt dans tous les foyers. En France, on compte, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, plus de 5 millions de récepteurs et donc une vingtaine de millions d'auditeurs. Mais il y en a déjà bien davantage en Allemagne, où le régime nazi en a fait un outil de pouvoir et de contrôle idéologique. À Monaco, en cette fin des années 30, on écoute la radio française, plus précisément Radio Méditerranée, qui émet d'Antibes et qui consacre une petite plage d'information à la principauté. Une principauté paisible, où la population se laisse vivre, où finalement il ne se passe pas grand-chose. Certains pourtant avaient estimé que le petit pays devait se doter en propre d'une station de radio. Mais nous sommes à la veille de grands bouleversements. Plus au nord, de mauvais nuages s'amoncellent. Septembre 1939, c'est la guerre. En France, le pays se prépare au choc avec l'Allemagne. Les priorités concernent le conflit. Les projets de radio sont remisés provisoirement. La débâcle, l'armistice, l'occupation, puis la collaboration changent toutes les donnes. En principauté, la vie reste encore paisible. La guerre avec l'Italie toute proche n'a duré que quelques jours et Monaco a retrouvé son quotidien. Mais le petit pays doit désormais obéir à Vichy. C'est le gouvernement de Pétain qui dicte la politique de la principauté, sur laquelle lorgnent les vainqueurs allemands et italiens. Fin 1942. Monaco est occupé par les Italiens, suivi quelques mois plus tard par les Allemands. Ceux-là connaissent la force du média radio depuis qu'ils en usent et en abusent. La parole est une arme, aime à clamer le docteur Goebbels, maître de la propagande. Il veut une radio qui rayonne sur la Méditerranée au service des puissances de l'Axe. Une société est créée par les Allemands à Monaco en 1942, avec la participation du gouvernement de Vichy et des fascistes italiens via des sociétés paravents. C'est au plateau de Fontbonne, sur les hauteurs du Montagel, en territoire français, au-dessus de la principauté, qu'au printemps 1943, le site d'émission commence à être construit. Mais la guerre s'achèvera avant que la station ne soit terminée. Au Sporting d'hiver, au cœur de Monte-Carlo, on installe le premier studio. Le 17 juillet 1943, c'est l'ouverture des ondes à titre expérimental. Grande star de l'époque, Maurice Chevalier est maître de cérémonie. Le petit gars de Ménilmontant inaugure la station. À la Libération, l'hôtel Prince de Galles, à Monte-Carlo, au 16 boulevard Princesse Charlotte, est transformé en maison de la radio. Les studios ont été construits, équipés par la société SFR. Toutes les chambres, tout ça avait été démoli. On avait fait des grands studios, des studios plus petits, comme le 5, le 6. Le 7 était un peu plus grand. Et on avait équipé avec du matériel allemand. La console était allemande, les platines étaient allemandes. Et puis on a eu les premiers magnétophones. Des magnétophones allemands, téléphones. Puis après, alors, on a enregistré sur disque souple, ça s'appelait des disques souples, on avait des graveurs. Il y avait 2 heures environ le matin, 2 heures à midi et 2-3 heures le soir, provisoirement. Et puis très vite, ça c'est devenu beaucoup plus fluide et il y a eu justement beaucoup de musique. L'orchestre de Monte-Carlo était souvent en direct. On a fait pas mal de dramatique.
dramatique, je me souviens d'avoir joué avec Daniel Gélin à l'époque. Mais on avait un studio au sous-sol et on enregistrait les dramatiques. Là. Oui, oui. Justement avec Pierre Noël qui mettait en ondes. Il disait metteur en ondes à l'époque. La radio de l'époque, c'est un peu la télévision sans les images. La mode est aux pièces radiophoniques, théâtre, dramatique. Et bientôt, les feuilletons empruntent au langage cinématographique, jouant sous les effets sonores et, bien évidemment, la réclame. Ah, qu'ils sont bons quand ils sont cuits, les macaronis, les macaronis. Et les lapins. J'ai été engagé en 1947 par les programmes de France pour animer des jeux et d'autres émissions sur l'antenne de Radio Luxembourg. Très rapidement, ces émissions, disons à 90%, ont été retransmises par Radio Monte-Carlo. C'était l'époque de Qui tout double, c'était l'époque du crochet radiophonique, c'était l'époque un peu plus tard, de Ça va bouillir, le feuilleton, etc., etc., etc. Après, nous avons créé avec Jacques Seignette, Allô, Radio Monte-Carlo. Et nous prenions les gens en direct au téléphone. Et c'était absolument extraordinaire à cette époque-là, parce qu'on a eu des gens de partout. Dimanche au coin du feu. Une émission entièrement faite à la main par Francis Blanche. Avec Vonny. C'était très difficile de rester sérieux avec Francis Blanche. C'était la première fois qu'on réalisait des blagues par téléphone. Il avait fallu imaginer et construire un dispositif différentiel pour que du téléphone, ça puisse être passé à l'enregistrement qui n'était pas encore fait au travers de magnétophones, simplement avec des disques souples. Alors si ça bouge depuis 3 semaines, on a le temps de vous le livrer, on vous le livrera lundi, donnez-nous l'adresse. Oui, on va essayer d'entretenir l'humidité autour alors. Voilà, c'est ça. Par nos propres moyens. Oui, moi je pense aussi. Hein. Bon, alors entendu, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Bonjour chez vous. À la prochaine. En ce qui concerne les informations, elles étaient reçues par téléscripteurs interposés et il y avait à l'époque des speakers qui communiquaient l'information sur l'antenne. En ce qui me concerne, j'allais, moi, chercher l'information sur le terrain quand on me le demandait. Pour être speakerine, à l'époque, il fallait passer un concours. J'ai passé le concours en même temps qu'un garçon qui s'appelait Fernand Soboul et j'ai été prise comme speakerine. Il y avait Silette Badia, c'est elle qui était la pionnière dans l'histoire. Il y avait Lola Robert aussi, qui avait une voix extraordinaire, qui était un personnage. Le prince Régnier III suit avec passion et intérêt l'évolution de cette radio, devenue désormais la voix quotidienne et familière d'une principauté en plein essor. Comme ce jour-là, les visites de courtoisie du souverain sont fréquentes à l'adresse historique du 16 boulevard Princesse Charlotte. Je garde un excellent souvenir des opérations extérieures que dirigeait à l'époque mon ami et patron André Gaspard. À l'époque, le Star System n'existait pas. La véritable vedette, c'était la station elle-même, Radio Monte-Carlo. Nous arrivions sur la plage. Au préalable, nous allions rendre visite au VIP de la cité balnéaire, monsieur le maire, bien entendu. Et après, nous nous occupions du jeu radiophonique qui était Ramener les vivants. Ramener les vivants, eh bien, c'est simple. Il y avait un grand aquarium et les enfants, de préférence, étaient chargés de ramener des poissons qui étaient classés par catégorie. Des grands, des petits, la rareté du poisson, etc., etc. L'écologie était respectée puisque les poissons étaient vivants et après l'émission, bien entendu, on remettait les poissons à la mer. Toutes ces opérations extérieures étaient réalisées en différé et enregistrées sur Nagra. Et à ce sujet, pour la petite histoire qui va faire sourire les générations de maintenant, j'ai connu les premiers Nagra à manivelle à vitesse constante, rassurez-vous, qui marchaient avec des piles et puis qu'il fallait remonter toutes les je ne sais combien de minutes. Après sont arrivés les Nagra 2, et puis après les Nagra 3, et même les 4 après, où là alors c'était formidable. C'était presque on pouvait faire avec ça comme avec une console de prise de son.
à Fontbonne, sur les hauteurs de Monte-Carlo, ce 23 septembre 1957, accueilli par le directeur général Robert Schick et par le président César Solamito, le prince Régnier et la princesse Grace viennent inaugurer le nouvel émetteur qui offre désormais à la principauté de Monaco une ouverture médiatique sur l'ensemble du monde. Alors je faisais les grandes courses comme le Tour de France, le Dauphiné Libéré. Au football, il était 2 ou 3. Il y avait Jean-Louis Morin, il y avait Yvan Médecin, après il y avait Bernard Spendler. Le rallye Monte-Carlo est la dernière aventure sur route. Et les gens l'ont découvert grâce à la radio, parce que la radio s'est jetée là-dessus, et qu'on a pris d'abord un parti d'en parler avec des mots simples, et en évitant tout langage technique tarabiscoté, sophistiqué, et réservé à 3 lecteurs de magazines spécialisés. Ce n'était pas notre truc. Le résultat, c'est qu'on a eu un engouement au sein même de l'entreprise Radio Monte-Carlo. À l'époque, il y avait 300 équipages, c'est-à-dire qu'il y avait des gens dont on n'aurait jamais parlé. Et nous, on avait inventé un système qui permettait aux familles, aux amis de tous ces gens-là, anonymes, d'être tenus au courant de ce qu'ils faisaient. Le résultat, on avait une écoute démentielle. Je plais terriblement et je n'y peux rien. Il n'y peut vraiment rien. C'est sans doute la première star de la radio, Maurice Gardec. Il est embauché à Europe 1 dans les années 50. Voulez-vous que je fasse? J'ai le physique le plus normal. Et donc il avait un art, consommer, faire rire en réagissant uniquement. Maurice Gardec a été donc le premier vraiment animateur de cette nouvelle équipe de Radio Monte-Carlo, 1400 mètres grandes ondes. Des trésors dans votre ville. Allô Fernand? Fernand Reynaud? Oui. Comment ça va? On faisait beaucoup d'émissions extérieures et moi notamment je faisais une émission qui s'appelait Des trésors dans votre ville, où on cachait des plaquettes dans la ville la veille. Il y avait toute une équipe et à un moment donné on avait un énorme podium, un peu dans le style d'Europe si vous voulez, et on demandait aux gens, avec de petites énigmes toute la journée, d'aller découvrir ces plaquettes, et il y avait donc un superbe gros lot, une grosse voiture. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu extraordinaire aujourd'hui? Comment tu connais pas ce jeu extraordinaire? C'est des trésors dans votre ville, il y a plus de 3 millions d'anciens francs, il y a vraiment un cachet intéressant à gagner. On était, et c'est ça, la plus grande radio du sud de la France, voilà. Mais bon, on a essayé souvent de se battre à Lyon avec Europe et tout, bon, c'était très difficile, ils étaient trop implantés, comme RTL, mais tout ce qui était moitié de la France, c'était nous. J'ai commencé comme animateur, présentateur d'émissions, producteur d'émissions, et ensuite je suis effectivement passé au commercial. Les 3 missions fondamentales d'une radio, c'est l'information, rendre service et amuser. C'était la trilogie qu'on nous serinait tout le temps, hein. Informer, amuser, rendre service. Radio Monte-Carlo était une sorte de bouillon de culture, faite d'électrons libres, où il régnait une ambiance tout à fait inconcevable aujourd'hui. C'était une bande de joyeux copains. Bonheur, 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 fais le jeu du bonheur, il mènera le jeu en vous rendant... Je me souviens encore d'une opération que RMC avait concocté, un concours, mais un concours d'une formule un peu spéciale puisqu'il s'agissait de faire du radio-trottoir, c'est-à-dire d'interroger les gens un peu au hasard comme ça, à travers la zone d'écoute toujours de Radio Monte-Carlo, et je leur posais 10 questions sur quelle est votre formule du bonheur.
Alors 354 748, c'est le chiffre officiel enregistré de réponses valables, et vous avez dit, vous, 360 895. C'est ce chiffre qui vous a permis de gagner parmi les 382. Quel heureux chiffre. Dans cette période, la période donc de grosso modo de 1965 jusqu'à 1975, pendant 10 ans, il y a eu une seule et unique émission pour les jeunes, c'était Pop Variété. De la variété à gogo, oh, vous écoutez Monte Carlo, oh, puisque nous sommes en été. Écoutez donc Pop Variété, ba-da-ba-ba-ba. La musique est importante sur Radio Monte Carlo, je dirais, mais bon, elle occupe un temps important. Il y a une discothèque qui est très très bien fournie, une très très grosse discothèque. Je crois d'ailleurs, entre parenthèses, que c'était une des plus grosses discothèques d'Europe. Il y à sa tête d'ailleurs un personnage étonnant, c'est Claude Pécheral, magnifique, un puits de science en matière de jazz, surtout en matière de jazz New Orleans. Radio Monte Carlo, 1400 mètres grandes ondes. Bonne fin de soirée, Christian Alexandre avec vous de 22h jusqu'à 1h du matin. Privilège est une émission qui s'adresse davantage à des couches tard, à des adultes. Dans ce programme, il y a de la variété, si possible de la bonne variété, avec des grands standards dans le genre de Sammy Davis Jr., Dean Martin, Nat King Cole, les Platters, etc. Et puis il y a évidemment des standards français, dans le style Barbara, Brel, Brassens, Beko, Aznavour, Ferrat, Ferré et tant d'autres que je n'aurai peut-être pas le temps de citer. C'était une émission qui était donc toujours en demi-teinte, c'était baisse un peu l'abat-jour, hein, finalement. D'ailleurs, l'émission, j'ai des photos de l'époque où j'avais encore une lampe, un genre de lampe de chevet ou de bureau, et on éteignait toutes les lumières, on travaillait pratiquement dans le noir. Georges Decaune, Liliane Rose, Les rêves de la vie. Vers les années 70, je faisais surtout les tranches de l'après-midi, avec Guy Vial, avec Decaune, et c'était enfin, on se renvoyait la balle, surtout avec Guy Vial. Oui. Liliane n'est pas là d'ailleurs parce qu'elle est en train de finir de débrouiller les chevaux. Ah bon? Les chevaux, c'est la spécialité de Bernard Campeau d'habitude, mais là n'est pas la question de toute façon. On va commencer sans elle, il est 2h05. Bon après-midi. Beaucoup de musique et de chansons cet après-midi et émission à studio ouvert, c'est-à-dire que si vous êtes dans les parages et que vous voulez voir comment fonctionne un studio de radio, vous entrez, vous poussez la porte, vous êtes accueillis à bras ouverts. Sophie a encore quelque chose d'important à vous dire. Coucou, me voilà. Et oui, vous avez suivi une journée très caricaturée, n'est-ce pas, de RMC. Et maintenant, nous allons retrouver Jean Sas dans une séquence tournée à Béziers. Et là, il va nous montrer sa façon de se servir d'une petite cuillère. Et croyez-moi, il a une façon tout à fait particulière de s'en servir. Et j'ai devant moi une personne fort distinguée. Que faites-vous ici, madame? Parlez bien en face du micro, madame. Comment? Rien du tout, monsieur. Oui, vous êtes originaire de Béziers? Non, je suis de la Provence. Je suis d'Arry. Je suis armésienne. Il y a 20 ans que je m'occupe de l'œuvre du cancer et de beaucoup de choses, et malheureux. Madame, vous me paraissez être une personne fort distinguée. Que pensez-vous de la mini-jupe? Oh, Parlez bien en face du micro, madame. C'est très bien pour les jeunes. Ne marchez pas sur le fil, madame. Levez la jambe, là, s'il vous plaît. Là, mais moins bien pour les personnes d'un certain âge. J'arrive à Monaco en 1969, au mois d'octobre 1969. J'ai été engagé par Jean Gauthier, qui était le directeur des programmes, comme réalisateur et responsable de la création artistique. C'est un bien grand mot, mais enfin ça voulait dire trouver des idées et faire des émissions. 1966, je passe un concours, on était plusieurs centaines, et j'avais besoin, j'étais jeune, j'avais besoin de travailler, je vendais des porte-clés. Et donc comme j'avais pas de sous, je dormais dans le midi, de camping en camping pour vendre des porte-clés pour gagner des sous. Et entre-temps, Claude Moreau, mon ami d'enfance qui est là, a entendu que Radio Monte Carlo faisait un concours pour recruter de jeunes animateurs pour ces nouveaux émetteurs ondes longues, qui étaient les émetteurs qui étaient à l'époque à Fontbonne. Bonjour, vous allez bien? Je m'appelle Jean-Pierre Foucault. Vous savez que nous avons rendez-vous tous les matins entre 10h et midi. Je vous fais une grosse bisou. Voilà. J'avais 19 ans. C'était mon premier métier et
Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'était le métier que je rêvais de faire. Et ça, c'est une chance inouïe pour un gamin ou une gamine qui débute dans la vie, c'est de pouvoir faire le métier qu'on rêvait de faire, et surtout, d'entamer aujourd'hui ma 50e rentrée. 50 ans après, jamais j'aurais pu imaginer un jour, pendant 50 ans, faire quelque chose qui me plaise. Radio Monte-Carlo, c'est que des bons souvenirs. Forcément, imaginez un garçon de 23 ans qui débarque en 1968, après les événements de mai qui n'ont pas laissé indifférent, sur le Rocher, dans cette principauté que l'on qualifie d'opérette et qui ne l'est pas du tout, mais là, il faut un peu s'installer sur le Rocher pour voir que c'est beaucoup plus complexe que ça et que c'est beaucoup plus attirant, pour faire de la radio. J'étais là pour 3 semaines et je suis resté 3 ans. Jean-Pierre, ça va? Rien de cassé? Ouais, ça va, mais 1400 mètres, c'est haut, tu sais. 1400 mètres, c'est pas l'altitude, c'est une longueur d'onde. On inventait, on créait, on avait la liberté de pouvoir avoir accès au studio, au matériel d'enregistrement. On s'amusait. Et en même temps, on s'en rendait pas compte, on travaillait. Et la complicité qui s'est créée avec l'auditeur à travers le téléphone, parce qu'on a fait beaucoup d'interactions téléphoniques, à travers les jeux, les cartes postales. Je racontais tout à l'heure que moi, il m'est arrivé de recevoir 3000 cartes postales par jour de gens qui voulaient participer à mon programme qui s'appelait le programme à la lettre. Radio Monte-Carlo, c'était la radio du soleil, et moi j'avais inventé un slogan qui avait été repris un peu à l'époque. C'était Radio Monte-Carlo, la seule station de radio qui a à la fois vue sur mer et sur la montagne. Oh, ben dis donc, il y a du monde ce soir. Bonsoir, ça va bien? Oui? Qu'est-ce que vous êtes venu faire là? Ah, ben c'est une bonne idée. Mais vous savez que c'est pas tout, parce que nous, le matin, on est très nombreux. Le matin, je suis pas tout seul à l'antenne. Juste avant moi, entre 6 et 7, il y a notre ami André Torrent, bien entendu. Et puis alors, juste après, à 10h, entre 10h et midi, c'est notre ami Jean-Pierre Foucault. Il y avait, je crois, entre nous autres, enfin, qui faisions ce métier d'animation, de presse, de journalistes, et, comment dirais-je, et le public, il y avait vraiment une relation presque d'amitié, de gentillesse. Il y avait ici une humeur extraordinaire. Personne n'avait la grosse tête. On avait le plaisir d'être ensemble, de faire ensemble, de rire ensemble. C'était, on le dit souvent, mais c'était une équipe pour qui les attentions les uns envers les autres étaient réelles. Était-ce le soleil? Était-ce le hasard des caractères qui s'emboîtaient bien? Je pense que la radio du soleil, c'est vrai qu'on avait du soleil un peu dans la tête et beaucoup dans le cœur. On était partout, il fallait qu'on soit. Moi, j'avais une voiture studio, où il y avait écrit sur les flancs « Il court Jean-Pierre Foucault ». Et j'allais faire mes émissions en direct d'une ville, en direct d'une moto, en direct de ma voiture studio. On allait voir nos auditeurs. L'auditeur, ce n'était pas une chose à laquelle on s'adresse peu. Souvent maintenant, vous écoutez une radio, les gens parlent entre eux, mais ne parlent jamais à ceux qui écoutent. Je pense que c'est un gros défaut. Nous, on parlait d'abord à ceux qui nous écoutaient. Et la glisse, comment? Vous êtes imbattable sur la glisse. Ah bah avec le poids que j'ai. Après, il y a une autre équipe, beaucoup plus nombreuse, qui est arrivée et qui a pris un vrai studio, mais vraiment pour travailler le matin. C'était un studio bureau. Ça a été l'équipe de Jean-Michel Desjeunes, Jacques Ball, Pierre Lescure, Jean-Robert Cherfis, et ça a été une équipe extraordinaire qui est arrivée avec un grand projet. Ils voulaient faire une émission qui se serait appelée Radio Caroline. Parce que c'était un double hommage. D'abord hommage à la princesse, et puis hommage aussi à Radio Caroline, cette station mythique qui émettait dans les eaux internationales entre la Belgique et la Grande-Bretagne. Jean-Michel Desjeunes jusqu'à 14h, comme d'habitude, pour Monte-Carlo Magazine midi, avec un certain nombre de rendez-vous que vous connaissez bien sûr, puisque nous retrouverons à partir de 12h30 toute la rédaction de Radio Monte-Carlo, Roland Marcy et François Chassin en tête, bien sûr. Et maintenant, vous avez rendez-vous avec Pierre Lescure et Jean-Robert Cherfis.
il est à peu de choses près 19h, on va rester ensemble jusqu'à 22h15, tous les jours de la semaine sauf le dimanche. Ces gens, comme pour Gardette, ont pour mission d'étonner, de surprendre. Ils ont quartier libre. Et pourtant, Jean Gaultier, c'était pas un drôle, hein, mais il a l'instinct de dire il faut un sang nouveau, des audaces nouvelles. C'était des audaces dont il avait besoin. Et évidemment, les choses s'envolent. D'autres invités, mais du monde du sport, suivant l'actualité du dimanche, eh bien, viennent nous rendre visite aussi tous les samedis soirs, entre 21h et 22h. Voilà. Parce que c'était aussi une des originalités de Radio Monte-Carlo, c'était de créer des animateurs en faisant un concours avec des gens complètement néophytes. Je parlais de Jean-Pierre Foucault qui était sorti comme ça, il y avait eu Patrick Topalov, Julien Lepers qui continue à faire une belle carrière à la télévision maintenant. Je gagne ce concours d'animateur, 3500 candidats, je sors premier au bout de 6 mois d'éliminatoire, ils me donnent le hit parade, mais je ne savais rien faire. Je regardais les autres beaucoup, je volais les autres, c'est-à-dire que je volais les trucs qu'ils avaient, tu vois ce que je veux dire. Et j'essayais de les adapter à ma personnalité, à moi. Mais attends, comment est-ce qu'on pourrait passionner les gens auxquels on s'adresse si on n'est pas passionné soi-même? C'est le b.a.-ba du métier. Et j'ai fait le Tohu-Bahu, qui était une compétition inter-lycée. Donc il y avait des lycées qui se battaient entre eux. J'animais tout ça, j'étais tout jeune, tu vois, tout jeune. J'avais le même âge quasiment que les élèves. Enfin, c'était incroyable. Claude François, mais comment puis-je oublier Claude? Et Claude, là, c'était la rencontre, vraiment, entre Claude François et moi. Claude m'a raconté plein de trucs, surtout de son père, tout ça. Il y a des soirs comme ça où il était en veine de confidence, et c'était un de ces soirs. Et à partir de ce moment-là, mes rapports n'ont plus du tout été les mêmes avec Claude, et sont devenus amicaux à partir du moment où je suis remonté de Monte-Carlo sur Paris, et où j'ai présenté le hit parade sur RTL. Et puis bon, finalement, ça a été le témoin de mon mariage. Tu ne seras plus seul, elle te dira, ramène du pain, du beurre, et puis des fleurs ambrées dans quelques heures. Tu ne seras plus seul, Régine marchera auprès de toi. Mais Claude avait compris qu'il n'y avait que 5 radios en France à ce moment-là, il n'y avait pas 1000 comme aujourd'hui, et qu'il fallait absolument, l'été, être numéro 1 dans le Sud. Quelle était la radio du Sud? Radio Monte-Carlo. Avant, il n'y avait que 4 ou 5 stations dites périphériques, puisqu'il y avait un monopole de la radiodiffusion en France, vous le savez, et les radios, comme Radio Monte-Carlo, ne pouvaient être que périphériques. RTL, le Luxembourg, Sud Radio, Andorre, SAR, etc. Tout le monde était autour de la France, émettait sur la France, mais à partir d'émetteurs qui étaient en périphérie. Lucien Alavena, c'est un personnage de l'ombre. C'est un personnage qui fait partie de ces gens de radio et de télévision qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, et qui sont des gens qui construisent énormément de choses. Alors, c'est l'homme qui a mis en place le 1400 mètres grandes ondes, autrement dit les grandes ondes, et qui a donné une âme extraordinaire. C'est-à-dire que la radio qui était RMC, qui était une radio quand même à portée réduite dans la journée, est devenue d'un seul coup un empire technique qui couvrait la moitié de la France, 50 départements, qui couvrait tout le Maghreb, une petite partie de l'Espagne et une petite partie de l'Italie du Nord. Je suis parti prospecter les Alpes de Haute-Provence avec des cartes géologiques qui indiquaient que l'ensemble du plateau de Valensole, qui couvre toute cette partie-là, entre les gorges du Verdon et la Durance, est un immense plateau alluvial qui fait 100 ou 150 mètres d'épaisseur et d'une conductibilité parfaite. Il y a des centaines de kilomètres de fils de terre qui sont enterrés pour compléter et parfaire la conductibilité du sol. L'audience de RMC, avec l'effet Romoule, est montée jusqu'à 12,5% d'audience. En 1965, vous aviez 2 grandes radios privées, qui étaient RTL et Europe 1, et vu de Paris, RMC, pardonnez-moi, c'était une chure de mouche. Et qu'on le savait, nous. Mais on savait aussi qu'il y avait un challenge à relever qui était celui de 74, Romoule et les grandes ondes.
Donc, quand je dis que c'était un laboratoire, ça nous permettait, notamment le matin, pour peu qu'on ait choisi une équipe sympathique, parfois on peut se tromper, mais des fois on ne se trompe pas, notamment le matin, ça nous permettait honnêtement de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait si on avait vu les grandes ondes tout de suite. On était des raconteurs d'histoire. C'est ce qui a fait notre force. Filk racontait le Tour de France comme personne, les reporters sportifs racontaient les matchs comme personne. Il n'y avait pas de genre mineur. Jean Robert racontait la vie des régions. À un moment, il avait créé un journal des régions. Il racontait les choses de la vie comme le grand reporter. Pierre de Voluy racontait les histoires de l'Afrique. On racontait, on veillait à ce que chaque mot évoque vraiment la réalité de ce dont on parlait. Michel Moine était un personnage hors du commun, qui avait une vision de l'information qui était telle qu'il était capable de faire le journal du lendemain. Je veux dire, c'était un monstre au point de vue et intellectuel et autres. Michel était un personnage peu commun. Trois grands sujets au sommaire de ce journal: la prise d'otage sur l'aéroport de Nice-Côte d'Azur, la jeune hôtesse d'Air France est toujours prisonnière de son ravisseur, un Mexicain de 31 ans. Le dramatique suspense dure depuis plus de 12 heures. La tension est maintenant à son paroxysme. Il y a un peu plus d'une heure, le ravisseur a tiré plusieurs coups de revolver sur des policiers qui tentaient de s'approcher. Il y a une prise d'otage à l'aéroport de Nice. Alors moi, entre-temps, je l'avais su par mon mari, je leur téléphone, ils me disent « Oh ben ça tombe bien, prenez un taxi ». Allez-y et un technicien vous rejoindra. Dans l'aéroport illuminé et bouclé par les forces de l'ordre, une femme tente en ce moment de convaincre Recalousso de renoncer à sa folle entreprise. C'est notre amie Anne de la Valette. Allô Daniel? Je peux pas bouger. Qui? C'est Anne. Ah, comment ça va, mes français? Eh ben ça va pas mal, et toi? Ça va, ici, c'est toujours en train de rigoler, à s'amuser. Il avait son revolver à la main et je lui dis, écoute, tu es tout seul, tu es armé, mais la police, il y a 200 policiers ici, ils finiront par t'avoir. Ou tu tues et tu fais ce que tu veux et tu te retournes en prison pour le restant de ta vie, ou tu rends ton arme et les choses se passeront plus paisiblement. Alors il a réfléchi puis il me tend l'arme. Alors comme j'avais le micro dans la main et moi les armes à feu j'y ai jamais touché, je ne savais pas qu'en faire, je donne l'arme à l'hôtesse. Et là elle met le doigt dans la gâchette et elle le braque. Je l'ai regardée mais suppliante, elle s'appelait Danielle Paria. Je l'ai regardée mais de façon suppliante, elle a baissé le bras. Et donc lui m'a tendu la main, il a sauté comme un chat par-dessus ce box qui était quand même assez haut. Il a sauté mais vraiment comme un acrobate. Et j'ai compris ce que c'est que d'être Brigitte Bardot, parce que toute la nuit, il y avait toutes les radios qui m'appelaient, même les radios new-yorkaises, la BBC, on m'a appelé toute la nuit pour... c'était vraiment la première fois au monde, peut-être la seule, qu'une femme intervenait. Aujourd'hui, l'info va trop vite. Donc aujourd'hui, vous avez des gens qui arrivent, quand vous appelez 2h, 8h du matin, les 3/4 de leurs textes sont prêts. Alors évidemment, on peut changer de virgule, mettre 2 points. Tandis que là, qu'est-ce qui se passait? Là, vous avez tous les mecs qui venaient à 2h, travailler sur des corbeilles de dépêche à l'époque. Tiens, je te passe les faits divers, tu me passes la politique, tiens, tu me passes les blocs. Ensuite, il y avait conférence de rédaction entre nous. Et puis, tous les gars, on rédigeait nos trucs. Hein. Aujourd'hui, ça paraît idiot de dire ça. Moi, j'aimerais bien souligner aussi ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le mélange des différents métiers, et notamment le corps constitué des techniciens. Et il y avait une symbiose, une entente entre l'information et leur technicien. Qui a quasiment complètement disparu. Qui a totalement disparu et qui n'existait déjà plus dans les grandes stations à Paris, où c'était quasiment l'indifférence ou l'hostilité. Ici, il y avait un cœur de métier durable des techniciens qui s'impliquaient complètement dans leur rôle, qui s'impliquaient dans l'information. Et je crois que beaucoup de succès, parler un peu showbiz, de l'information, on leur doit aussi ça. On avait une réputation d'ailleurs une réputation de gentillesse. On n'était pas tout à fait dans le moule des clébards de l'info de Paris. On avait oui, des clébards de l'info de Paris, parce qu'on avait une réputation de gentillesse. C'est-à-dire qu'un type de Radio Monte-Carlo de l'époque, un technicien, un journaliste, ne refusait jamais de prêter une bande à un copain, ou de prêter ses piles, on laissait jamais un confrère dans l'embarras, même s'il y avait une espèce de... existait en radio. La solidarité existait dans les autres médias. Mais dans les autres médias, alors... Bernard Spindler, bonne journée à tous. Il est 7h et nous sommes là comme chaque matin. Michel Bassi me dit « Je souhaiterais que tu prennes la tranche du matin ». Alors d'abord, ça demande un effort physique parce que les 33 millions de Français qui écoutent la radio tous les jours,
ne se rendent pas compte que les gens qui font cette radio-là, qui est vraiment la tranche rêvée pour un professionnel, les gens qui font ça se lèvent à 2h, 2h30 tous les matins. Hein? Si vous êtes à Paris, prendre le métro à 2h du matin pour aller faire de la radio, bon. Remarquez, à Monaco, c'est pas mal aussi, parce qu'un jour, on m'a dit, dis donc, tu dois passer de sacrées nuits de bamboche, toi, ça fait plusieurs fois qu'on me croise à 3h du matin. Les gens pensaient que j'allais dans des trucs qui finissaient tard et qu'on faisait la fête, etc. Jamais ils auraient pu imaginer ça. Alors je me suis retrouvé du jour au lendemain, avec un passé de journaliste bien sûr, je me suis retrouvé de porte-parole de l'Élysée à la tête de Radio Monte-Carlo. Et j'ai trouvé une société formidable. Il y a une forte antenne parisienne dans la mesure où c'est difficile de faire des programmes entièrement depuis la principauté, mais j'avais tenu à ce que le siège soit maintenu à Monaco et naturellement la plus grande partie du personnel était à Monaco. Fait venir Coluche, il restera pas longtemps, 15 jours. Monsieur le directeur général me dit-il, vous vous rendez compte des risques que vous prenez en me faisant venir sur votre antenne? Je dis, bah oui, bon, mais bon, très bien, écoutez, on signe un contrat. Alors évidemment, c'est Coluche. Et au bout d'un certain temps, ça a commencé à grincer, aussi bien au Palais qu'à l'Élysée. Et je me suis vu à un moment obligé, on m'a dit en gros, c'est vous ou c'est lui? J'ai reçu un coup de téléphone en disant bon, ça s'arrête. Je suis allé voir Michel au micro. Il a vu dans mon regard cette espèce de bachibouzou. Il m'a dit c'est fini, dis-le-moi. J'étais de l'autre côté de la vitre. Je dis non, Michel, non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Oui, si. Le problème, c'est que lundi, il n'était plus là. Quand Michel Bassier est arrivé, il m'avait demandé de chercher une idée pour la promotion de Radio Monte-Carlo. Alors que j'avais proposé de faire un kit ou double avec des célébrités pour une grande cause. Kit ou double 79. Le kit ou double personnage a débuté le 1er octobre 1980 avec un invité de choix, puisqu'il s'agissait du secrétaire perpétuel de l'Académie française, M. Maurice Genevoix. Malheureusement, c'était une émission post-mortem. Il avait enregistré et il était mort l'été qui a précédé sa diffusion. On a fait 70 émissions, une par jour, du lundi, pendant 3 mois. Des académiciens, oui, des grands musiciens, Yudi Menuhin, des sportifs, Coppa, Platini, Louison Bobet, des acteurs bien évidemment, Catherine Deneuve, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Annie Girardot. Et Annie Girardot a chuté. Et en sortant de l'émission, elle me demande, mais alors qu'est-ce qui se passe? J'ai fait perdre cet argent à ces enfants-là. Je dis, mais non, ne vous inquiétez pas, Radio Monte-Carlo mettra 10% de la somme à laquelle vous êtes arrivés, c'était à peu près 20 000 francs. Et si j'avais... Ils vont mettre 2000 francs, donc 10%, oui. Dans la rue, à Paris, devant l'immeuble de Radio Monte-Carlo, rue Magellan, sur le capot de la voiture, elle a sorti son carnet de chèques et elle a fait le chèque de la différence. C'est quelque chose que je ne pourrai jamais, vraiment jamais oublier. Une somme de, que je dis pas de bêtises, 4 millions a été récoltée, car naturellement les auditeurs, qui n'étaient pas sollicités, mais dès que les auditeurs ont entendu parler qu'on travaillait pour personnage, ils ont d'eux-mêmes fait des gestes, envoyé des chèques, etc. Patrick Roy, il faisait le hit parade. C'était extraordinaire le courrier qu'il recevait. Il y a un moment, c'est vrai que ça fait un peu disjoncter parce qu'on ne voit pas les gens, on reçoit du courrier où l'amour exprimé est total.
Le hit parade, c'est également tous les jours, une émission sur RFI de 17 à 18h, mais un petit peu plus normale et un petit peu moins chaude. Avec vous au téléphone, c'est pour ça que je vous demande d'écrire si vous voulez jouer avec nous. L'adresse, c'est le jeu du pronostic, Patrick Roy, hit parade, Radio Monte-Carlo, MC 98 080, Monaco, CEDEX. Radio Plus, chez vous, Yves Mourouzi. Bonjour. Mourouzi, il avait toutes les qualités du monde parce que c'était un comédien en représentation permanente, mais c'était surtout un créateur. Alors, il était parfois un petit peu difficile, il fallait s'adapter à lui, bien entendu. Mais il avait un relationnel d'enfer. Il connaissait tout Paris et tout Paris le connaissait. Il connaissait ce métier sur le bout du doigt et il avait un respect des gens extraordinaire. Lorsque la rédaction de Radio Monte-Carlo accueillera Jean-Marie Le Pen, ce qui est le cas aujourd'hui pour une émission politique, elle attend que celui-ci justifie ses propos à l'égard de 4 confrères injuriés. Alors, comme on ne va pas passer une demi-heure là-dessus, je voudrais simplement vous faire part de ce communiqué de la rédaction et vous dire, est-ce que vous avez quelque chose à justifier aujourd'hui? Je crois avoir répondu à l'avance et je dénie avoir injurié qui que ce soit. Et encore une fois, j'attends qu'on m'en donne... qu'on me fournisse la preuve de ces injures. Dès lors que à ces 4 ou 5 radios essentielles qui sévissaient sur le territoire français, on a libéré les modulations de fréquence, on a complètement bouleversé le paysage radiophonique. À peu près n'importe qui pouvait faire de la radio à partir d'un appartement et d'une antenne sur son toit. On faisait des concours. Alain Chabat est sorti d'un concours. Marc Toesca d'un concours. Je débarque à Radio Monte-Carlo au mois d'août 78, après le concours de jeunes animateurs qu'organisait la station assez régulièrement à l'époque. C'était mois d'août 78, je sortais vraiment de l'armée. Je suis rentré à Radio Monte-Carlo par concours. Ce concours se déroulait en 1978. Et Stéphane Banessi m'a fait passer l'épreuve éliminatoire. C'était assez extraordinaire parce qu'on créait une antenne en fait. Et être à la création, être au début de quelque chose, c'est quand même assez fantastique. On faisait nous-mêmes nos programmes, chaque animateur faisait ses programmes. Dans les émissions du soir avec Christian Borde et Chabat, on avait une totale liberté et on faisait aussi de l'info. Et sur certaines émissions, on travaillait en collaboration avec la rédaction. Mais par exemple, les interviews d'artistes, les interviews de groupes, ou même certains, on faisait aussi des reportages sur les problèmes de Jones de l'époque, façon de parler. C'était quand même un vivier formidable. Il faut quand même citer des noms aussi pour prouver que cette espèce de bouillon de culture a donné des résultats. Moustique, Borde, Christian Borde, Alain Chabat sont des purs fruits d'ici. Voilà. C'est des gens à qui on a donné toute leur liberté de travailler le soir, de fantasmer, de raconter des salades, et qui sont devenus ce qu'ils sont devenus, qui se sont réalisés à travers ça. Je reviens comme directeur général adjoint, très compliqué, avec des syndicats puissants, qui, eux, légitimement voulaient conserver l'emploi à Monaco. Et pour moi, patron, c'était très compliqué de convaincre les gens de venir habiter à Monaco pour faire de la radio, alors que par ailleurs, ils avaient leurs activités autres, et notamment télévisuelles à Paris. Donc c'était extrêmement compliqué. Puis on a passé une sorte de gentleman agreement en disant 60% Monaco, 40% à Paris. Puis on n'y est pas arrivé. Et puis surtout, le défaut de certains de mes collègues, je le regrette, qui avançaient un petit peu, et ils vont m'en vouloir, avec des œillères, sans se rendre compte que depuis 81, le paysage avait changé et que nous n'étions plus du tout en position monopolistique. Et qu'il y avait 15 ou 20 réseaux à côté qui grappillaient notre audience. Et petit à petit, on a failli mourir. 81, Jean-Claude Héberlé. Et qu'est-ce qui se passe? Les uns après les autres, les gens partent. C'est avec lui qu'on a eu le plus de mal à défendre notre vision syndicale qui était le maintien à Monaco du centre de gravité du complexe. Effectivement, Paris devenait prépondérant et notre antenne parisienne à la rue Magellan, c'était un grand immeuble,
avait tendance à phagocyter les activités de Radio Monte-Carlo au détriment donc du personnel sur place et au détriment aussi à terme du personnel parisien. Décembre 81, on fait une grille, ils nous balancent tout, les Berlets. Non, 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 je veux pas de ça, micro ouvert au public, etc. On perd 40% d'audience en 6 mois. C'est avec la direction socialiste de Radio Monte-Carlo que le personnel a eu le plus d'activités syndicales à déployer pour obtenir satisfaction. Lorsque on crée Canal+, 80% des gens qui viennent créer Canal+, c'est des gens qui ont démarré ici. Denisot, Coluche, Marc Toesca, Alain Chabat, Lescure, moi. On a transporté à Canal cet esprit Radio Monte-Carlo. Et il y avait dans le Canal du tout début le même esprit de laboratoire qu'il pouvait y avoir ici à Radio Monte-Carlo. RMC, c'est plus près. RMC, c'est plus chaud. Radio Monte-Carlo. Bon, ça a été, vous le comprenez, quand même une époque où on ne peut que regretter, ou en tout cas dont on ne peut se souvenir qu'avec des étoiles dans les yeux. Avec la distance du temps, je dirais que Radio Monte-Carlo a été une formidable école de talent. Il y a aujourd'hui des gens de cette maison sur tous les médias. L'imagination est avec et dans les animateurs, et le public aussi. Il imagine ce qu'il entend, il imagine ce qu'ils sont, mais ils se verront quasiment jamais. Cette radio, c'est devenu ma famille. Quand vous passez 20 ans, c'est plus qu'une épouse, c'est une maîtresse et épouse à la fois. Notion de sérieux, notion de décontracté, bonhomie, tout ça, c'est le melting pot, c'est ce qui fait le charme de Radio Monte-Carlo. J'ai toujours dit que la radio était au fond le seul média que l'on peut consommer en faisant autre chose. Et c'est ça probablement sa grande force. Je vais plagier l'un de mes amis preneurs de son, Franco pour ne pas le prénommer, qui s'amusait à créer des slogans pour la station qu'il employait. J'ai retenu l'un de ces slogans. Mettez vos oreilles en vacances, écoutez Radio Monte-Carlo. Depuis, vous le savez, la station a pris une autre orientation. J'écoute toujours avec énormément d'attention la radio, mais malheureusement, mes vacances sont terminées pour mes oreilles. Radio Monte-Carlo a été une radio différente, une radio de liberté, une radio de joie de vivre, où la hiérarchie n'était pas pesante, nous pouvions faire à peu près ce que nous voulions, ce qui nous rendait responsables de ce que nous faisions. Et quand on est responsable de ce qu'on fait, on est extrêmement vigilant, sans qu'il soit nécessaire de mettre la chape de plomb d'une direction par trop autoritaire. RMC a été un exemple unique, je crois, dans l'histoire de la radio et qui le restera. Pour moi, Radio Monte-Carlo. Pour toi, c'est vraiment la reine des radios. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. Radio Monte-Carlo, ou t'écoutes ou t'écoutes pas. En bateau, en auto, on entend partout Radio Monte-Carlo. Radio Monte-Carlo, et pour toujours, je suis fidèle. On prend Radio Monte-Carlo, dès qu'on arrive au bord de l'eau. Frédéric ou Jean-Pierre Foucault, des jeunes Guy Vial, Jacques Balenco. Ah, tu parles d'une chouette radio. Pour savoir tout sur Radio Monte-Carlo, de l'Asie à Chicago, on fait le tour de la Terre, on fait le tour de la Terre. On est heureux comme des fous en juillet et puis en août, tout le pays est à nous, et aussi toute la Terre, heureux comme des fous en juillet et puis en août. Désolé pour le parapluie, mais il y a quand même du soleil. Ça va venir, oui.